Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Bienvenue dans School TV Le Mag, votre émission quotidienne qui concerne l'éducation de vos enfants. À chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. Le nouveau sommaire, le voici. Pas un seul verre d'alcool pendant la grossesse. C'est le cri d'alerte, le credo de certains médecins contre les risques d'alcoolisation fétale. Quels sont ces risques justement? Quels sont les effets? La réponse dans un instant avec nos deux invités. Au moins 15 000 naissances sont concernés par ces troubles de l'alcoolisme fœtal chaque année en France. Et vous allez voir que les papas semblent prendre conscience des enjeux. Et puis il y a une loupe, et la loupe, c'est avec Alix. Oui, et je vous parle d'une autre association française, Vivre avec le SAF, créée en 2012, qui accompagne les personnes atteintes du syndrome d'alcoolisation fœtale. On y va. Bonjour docteur Denis Lamblin, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, vous êtes le président de Safran. Safran, c'est quoi s'il vous plaît docteur? Safran, c'est une association qui a été créée en 2008. Il y avait une première association régionale à La Réunion qui s'appelait Réunisaf, qu'on a créée en 2000 pour modéliser un système de prévention sur un territoire français. Et en 2008, suite à notre travail, vous savez que nous avons obtenu le logo sur les bouteilles d'alcool et quelques lois pour prendre en compte cette prévention, grâce à une sénatrice avec laquelle j'ai travaillé, Anne-Marie Payette. À partir de ce moment-là, les régions françaises ont souhaité profiter de cette dynamique réunionnaise et m'ont demandé de présider une association nationale pour faciliter la prévention sur tous les territoires français et même maintenant dans quelques pays à l'international. On est également en Skype, merci docteur d'être avec nous, on est également en Skype avec Sabrina Dijoux. Bonjour Sabrina, vous êtes ambassadrice de Safran. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs s'il vous plaît? Alors moi je suis Sabrina Dijoux, je vis à l'île de la Réunion et je suis ambassadrice à l'association Safran depuis 2 ans maintenant parce que je suis porteuse de SAF. Porteuse de SAF, justement, ce syndrome, j'entends souvent dire qu'effectivement qu'il ne se déclare pas forcément à la naissance, c'est que c'est souvent un petit peu plus tard. Pour vous, ça s'est passé comment et comment votre famille l'a découvert? Alors pour moi, ça s'est passé on va dire, oui, on va dire très simplement. Ma mère était alcoolique et donc et le jour de ma naissance a été provoqué puisqu'elle avait bu une bouteille d'alcool ce soir-là. Et en fait, elle a fait une hémorragie parce que c'était une bouteille entière. Et d'autant, je pense qu'elle s'était alcoolisée aussi dans la journée. Du coup, elle a fini par faire une hémorragie et mon père l'a amenée à l'hôpital. Et du coup, comme elle était en coma éthylique, ça s'est fait, ma naissance s'est fait en césarienne puisque il fallait m'extraire très vite. Merci encore une fois Oui. Mais à ce moment-là, voilà, on ne savait pas si c'était le SAF ou pas. Mais ça ne faut pas. Docteur, quand on parle d'alcoolisation fœtale, on parle de quoi? On parle d'un toxique, l'alcool, tératogène parce qu'il provoque des malformations. Et ces malformations se font sur tous les organes dans les 2 premiers mois de la grossesse et après sur le cerveau en développement tout au long de la grossesse. Donc on parle du principal toxique, le plus agressif. C'est plus dangereux, il ne faut pas faire de comparaison malhabile, mais plus dangereux que le tabac, c'est plus dangereux que l'héroïne, la cocaïne, qui sont des drogues interdites. Mais il y a une banalisation autour de l'alcool qui fait que beaucoup de femmes continuent de s'alcooliser même enceintes. Les derniers chiffres sont alarmants. 27% des femmes enceintes en France continuent de s'alcooliser alors qu'elles savent qu'elles sont enceintes et surtout par, je dirais, méconnaissance des conséquences et banalisation de l'alcool. Je vous rappelle que... Votre leitmotiv, pardon de vous couper docteur, c'est de se dire que une seule coupe
pendant les fêtes, peut avoir des effets dévastateurs. Une seule coupe, c'est d'ailleurs pour ça que vous dites qu'au final, c'est beaucoup plus nocif que le tabac? En fait, le produit est, dès la première gorgée, à risque. Il y a un danger. Si ça arrive au mauvais moment dans la grossesse, à un moment précis, par exemple, si vous prenez de l'alcool entre le 20e jour et le 50e jour de la grossesse, au moment où se construit le cœur de votre bébé, vous risquez de provoquer une malformation. Si vous, plus tard, vous prenez de l'alcool à un moment où se développe une partie du cerveau, et si vous avez une prédisposition déjà génétique pour un trouble 10, un trouble des apprentissages, dyslexie, dyscalculie, trouble de l'attention, vous avez déjà une pénalisation génétique qui va être renforcée par le toxique. Et les neurones qui auraient dû se mettre en place pour éviter votre dyslexie, votre dyscalculie, vos troubles de l'attention, risquent d'être insuffisants et ça va provoquer une dyslexie ou une dyscalculie réelle. Ça veut dire que c'est n'importe quel moment de la grossesse pour le développement du cerveau, vous prenez un risque. Si vous êtes une maman qui métabolise bien l'alcool et vous ne pouvez pas le savoir parce qu'il n'y a pas de test pour savoir si on métabolise bien l'alcool, si vous avez un bébé qui métabolise mal l'alcool, et ça on ne peut pas le savoir non plus pendant la grossesse, et que vous prenez ça au mauvais moment, oui, le verre de bière, le verre de vin, le verre de champagne peut être délétère et provoquer des conséquences à vie. Et docteur, quels sont les principaux symptômes une fois à la naissance? Il n'y a pas forcément de retard cognitif? En fait, vous avez deux types de descriptions. Jusqu'aux années 2000, ça avait été décrit par un médecin français, le docteur Lemoine, en 68. Il avait vu dans la pouponnière où il travaillait que les enfants se ressemblaient. Ils étaient malingres, petits, avaient une faciès particulière, et il s'est tourné vers sa puéricultrice pour demander « mais pourquoi sont-ils tous pareils ?» Et ils ont tous des difficultés pour se développer. Sa puéricultrice lui a répondu « mais ces enfants sont nés de mamans alcooliques ». Et c'est lui qui a décrit pour la première fois le syndrome d'alcoolisation fœtale qui associe la petite taille, le petit poids, le petit cerveau, parfois des malformations cardiaques ou malformations d'autres organes, et puis des troubles cognitifs et comportementaux importants qui vont mettre ces enfants dans la filière des handicaps. Depuis l'année 2000, donc il y a peu de temps en fait, en l'année 2000, j'ai eu la chance de travailler avec des Américains qui connaissaient notre travail à La Réunion, travail auprès des femmes alcooliques, et ils m'ont enseigné que en fait, il fallait faire très attention que le problème du syndrome d'alcoolisation fœtale dans sa forme caricaturale que je viens de vous décrire, avec une bouille particulière, ne faisait que la partie émergée de l'iceberg, et que la majorité des enfants, des adultes qui souffraient de l'alcoolisation fœtale étaient issus de grossesses peu alcoolisées ou temporairement alcoolisées durant la grossesse. C'est-à-dire, comme vous l'avez très bien dit, ça ne se voit pas à la naissance, c'est une bombe à retardement dans le cerveau de ces enfants qui va s'exprimer le plus souvent lors de la scolarité et lors de l'adolescence par différents troubles que je peux vous décrire si vous le souhaitez. Oui, on va les décrire dans un instant. Juste une question effectivement à Sabrina Digeot. Sabrina, on parle de 15 000 naissances par an qui seraient concernées par ce syndrome. Est-ce que, d'après vous, ces chiffres sont peut-être sous-estimés? Je sais pas, mais je pense, puisque il y a beaucoup moi je dis, il y a beaucoup de parents qui ne disent pas que ben, ils ont consommé de l'alcool pendant la grossesse, et ça peut bah, faire passer ces enfants-là euh, sous silence. Docteur Lamblin, 15 000 naissances par an en France, c'est déjà énorme. Est-ce que, d'après vous, ce chiffre peut être sous-estimé? Parce qu'avec effectivement les différents effets
dont vous allez nous parler dans un instant, j'imagine que on peut pas le voir tout de suite du coup. C'est peut-être dur à chiffrer. C'est très dur à chiffrer, mais il y a des études qui ont été très bien faites dans certains pays européens, américains, aux États-Unis, au Canada, dans des pays qui se développent comme la France et qui disent clairement que la prévalence des conséquences de l'alcoolisation fœtale atteignent 2 à 3%. Alors 2%, c'est les 15 000 naissances. On peut penser qu'ils sont plus nombreux. Sachant qu'en France, on a 27% des grossesses alcoolisées et qu'en moyenne, on sait maintenant, en regroupant toutes les études, qu'un enfant sur 13 issu de ces grossesses alcoolisées aura des conséquences de l'alcoolisation fœtale. On est entre 2 et 3%, donc le 15 000, c'est sûrement un chiffre minimal. On peut aller jusqu'à 22 000, à mon sens, sans trop se tromper. Quelles sont les conséquences à court et moyen terme, docteur? Quels sont les effets? Alors, le plus important, c'est de savoir de mettre en lien, en fait, certains signes, certaines maladies. On sait maintenant que l'alcoolisation fœtale prédispose à 400 maladies, à l'échec scolaire et à la délinquance. Alors pourquoi? Simplement parce que ça atteint le cerveau et que les malformations, comme je vous l'ai dit, vont s'exprimer en fonction de la maturité du cerveau. Et que par exemple, certains enfants ont des troubles moteurs fins avec une certaine, je dirais, certaines gaucheries et lors des manipulations, ça se verra quand ils manipuleront les objets. C'est pareil pour la motricité, ils peuvent avoir des retards de motricité globale et marcher un peu plus tardivement. Mais ce n'est pas là où les troubles sont les plus importants. En fait, ce qui rend la vie difficile chez ces enfants, c'est qu'à l'école, ils ont des troubles de l'attention. L'attention exécutive face à une tâche, ils vont avoir beaucoup de mal à être attentifs, ils vont être facilement distraits. Ils ont en fait dans leur cerveau le filtre des stimuli extérieurs va être altéré et donc ces enfants-là vont avoir des difficultés pour écouter la maîtresse, pour comprendre les consignes, pour associer différentes consignes pour résoudre un problème. Et on voit là que, en fait, ça se voit souvent en grande section CP, CE1. Et les études qui ont été faites de prévalence, dans les pays dont je vous ai cités, même en Italie, ça a été fait à l'âge du CP, pas avant. Avant, on voit parfois rien du tout. Et donc, il y a cette impression que les enfants vont bien. Et moi, j'ai eu la chance de suivre des centaines d'enfants. Et jusqu'à l'âge de 4-5 ans, on ne voit pas grand-chose. Et puis d'un seul coup, on voit que ces enfants-là ont plus de mal de rester assis, ont plus de mal d'écouter la maîtresse, comme je l'ai dit, et de répondre de façon pertinente. Ce sont des enfants qui sont hyper influençables. Ils peuvent être influencés par leurs voisins, ils peuvent être influencés par des stimuli extérieurs. Ils n'ont pas de filtre aux stimuli sensoriels ou parfois de manière très altérée, et donc ils vont parfois être gênés par des stimuli visuels, des stimuli auditifs, des stimuli tactiles, bien plus qu'un enfant normal. Et pour avoir travaillé dans les écoles au Canada avec eux, ils testent tout ça. Parce que ce qui est important, c'est de savoir est-ce que l'enfant qu'on a en face de nous à l'école a ces difficultés-là ou pas, parce qu'il est évident que le bilan des capacités et des difficultés de ces enfants est crucial avant d'envisager une scolarité adaptée. Donc, chaque enfant porteur de l'alcoolisation fœtale est différent. Il y a des traits communs. Ces troubles de l'attention sont très fréquents. Ils sont rarement mis sur le compte de l'alcool. Et après, je vous dirais, autorisez-vous, professionnels, à mettre en face d'un trouble l'alcool qui aurait pu être consommé pendant la grossesse quelques années auparavant. Ils ont, ces enfants, en fait, des problèmes de mémoire. Et c'est des problèmes de mémoire immédiate. Il faut répéter très souvent la consigne pour qu'ils intègrent de nouvelles données. Ils ne sont pas trop mauvais en mémoire procédurale, ce qui leur permet, quand ils seront un peu plus grands, de conduire une voiture, par exemple, mais ils ont des problèmes de mémoire de travail, c'est-à-dire
à mémoriser plusieurs consignes pour répondre à une situation ou à un problème. Pour eux, c'est très difficile. Donc, il ne faut pas, déjà, je vais vous donner des clés, il ne faut pas leur donner une consigne trop longue, ils vont en prendre qu'une partie, ils vont en mémoriser qu'une partie, ils ne vont pas répondre à la globalité de la question. Enfin, ce sont des enfants qui ont énormément de problèmes avec les quantités. Ils ont très souvent des dyscalculies, plus fréquentes que les dyslexies. Ils ont des problèmes de compréhension du langage, plus que l'expression. Ils ont une sorte de vernis langagier, mais en fait, ils ne comprennent pas les consignes, surtout quand on passe à un deuxième degré, donc éviter le deuxième degré chez ces enfants, ils ne comprennent pas. Et ils ont des difficultés aussi je dirais, à comprendre, à s'adapter socialement. Ça, c'est vraiment la déficience. Le QI de ces enfants, en majorité, il est subnormal, 80, 85, 90, parfois plus supérieur à 100, et il n'est pas discriminant pour diagnostiquer. Par contre, le QI social qu'on fait avec des tests spécifiques, et ça, les Canadiens sont très forts là-dessus, hein, le plus important, c'est de savoir s'adapter à son environnement. Là, il est très pénalisé. Ils ont 20, 30 points de retard sur la moyenne de leur âge, et ce sont des enfants qui vont avoir... Et non, c'est des enfants qui ont énormément de mal à comprendre, par exemple, la théorie de l'esprit. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sensibles à l'émotion de l'autre. Ce qui est important, c'est qu'ils ont un gros problème pour la théorie de l'esprit et un problème d'empathie. Donc, ce sont des enfants qui ne vont pas se faire de copains parce que ils peuvent gêner un copain qui n'a pas l'esprit à ça dans la cour de récréation. Ils vont avoir des difficultés à comprendre donc l'état d'esprit de leurs voisins, et ils vont avoir une posture sociale qui va être soit trop proche, soit trop loin. Donc on voit très bien ce que ça va donner quand ils seront adolescents, qu'ils seront face à des adultes. Ce sont... excusez-moi, des proies faciles, parce qu'ils ont un comportement qui est d'un enfant de 4 ans, alors que d'avoir un comportement d'un enfant de 17-18 ans. Et ça génère automatiquement des déviances en termes de comportement, d'approche à l'approche de la puberté. Ces enfants-là sont très pénalisés dans leur incapacité de s'adapter à la vie sociale. Et du fait qu'ils sont hyper influençables, ils vont être emmenés dans des voies d'exclusion. Ils vont avoir des signes qui se rapprochent de l'autisme, et en fait, ils vont paraître bizarres, ça va les isoler, ils vont essayer de se retrouver valorisés, ils vont automatiquement choisir les plus mauvais copains. Et comme on sait qu'ils ont une prédisposition du fait de l'atteinte in utero par l'alcool, ils ont une prédisposition aux addictions, c'est des personnes qui tombent facilement dans les addictions, la toxicomanie. Et donc, comme je le disais au départ, en fait, c'est une prédisposition à 400 maladies, c'est une prédisposition à l'échec scolaire, c'est une prédisposition à la délinquance. On les retrouve dans les prisons de ce fait-là. C'est des jeunes qui, à l'âge d'adolescence et à l'âge adulte, vont se retrouver facilement en prison, embrigadés par des bandes qui vont les manipuler. J'ai des histoires assez incroyables avec ces enfants pris, qui avaient par exemple, les parents leur donnaient un studio pour faire des études, croyant qu'ils allaient s'en sortir. Et en fait, d'un seul coup, le studio est envahi par des SDF parce qu'ils sont venus manipuler cette jeune personne et ont pris sa place au sein de son habitation, et lui se retrouvant à la rue. C'est aussi une évolution vers les SDF. On a beaucoup d'SDF à Paris ou dans les grandes villes qui sont en fait des gens qui ne savent pas se saisir aussi des aides qu'on leur propose et vont se retrouver exclus et seuls dans la rue. Sabrina, qu'en est-il de votre côté? Est-ce que vous pouvez nous parler de votre scolarité peut-être? Vous avez éprouvé des difficultés? Alors, ma scolarité, j'ai eu la chance que maman ait parlé, parce que voilà, elle avait eu 4 enfants avant moi, et donc elle avait su que moi j'ai eu un développement pas normal. Donc j'ai eu la chance qu'elle est rentrée à La Réunion, parce que je suis née en métropole,
et où elle m'a fait voir par des médecins et dont Monsieur Denis Lamblin. Et grâce à ça, j'ai pu être placée, on va dire, dans un centre de rééducation ici qui s'appelle la Fondation Pierre Fabre. Et où là, il y avait le scolaire, le médical, et il y avait tout un système pour nous. Et donc, grâce à ça, j'ai pu être scolarisée, avoir une scolarisation, on va dire, quasi normale, parce que j'ai fait de la primaire et du collège. Et effectivement, j'ai eu des difficultés, parce que, comme Denis Lamblin vous l'a dit, les troubles de l'apprentissage se sont apparus à ce moment-là et dont la lecture, je m'en souviens, l'écriture aussi, le problème de dyscalculie parce que j'avais des gros problèmes avec les maths. Voilà. C'est l'heure de la loupe, et la loupe c'est avec Alix. Alix, aujourd'hui tu nous parles d'une association créée en France en 2012 qui accompagne les personnes atteintes du syndrome d'alcoolisation fétale. Oui, Vivre avec le SAF est une association qui regroupe des familles et des proches concernés par les troubles du spectre de l'alcoolisation fétale. Elle travaille en complément des professionnels de santé. Le constat est clair, les effets de l'alcoolisation fétale ne touchent pas seulement l'individu, qu'il soit enfant, adolescent ou adulte, mais également son entourage, y compris sa famille, ses voisins, ses enseignants et ses collègues. Tous doivent apprendre à vivre avec ces troubles encore invisibles ou du moins mal compris. Les membres de Vivre avec le SAF partagent donc leurs expériences pour sensibiliser le public à ce handicap et améliorer la qualité de vie des personnes affectées. L'association a même réalisé un clip de sensibilisation à La Réunion. On regarde un extrait. Maman, ne bois pas, pense à nous, pense à moi, à notre avenir et aux dégâts. Je sais que tu souffres, je ressens tout de toi, tu vois. Mais cet alcool ne nous apportera que plus de fracas. Oh oui, plus de fracas. Et Vivre avec le SAF organise également des rencontres et milite pour une meilleure détection et prise en charge. Et puis Vivre avec le SAF, c'est aussi et surtout un lieu d'écoute et de soutien aux proches qui peuvent se sentir isolés ou en très grande souffrance. Sabrina, vous diriez que c'est encore un sujet tabou ? Alors, oui, mais ça commence à sortir de terre, comme moi j'aime le dire. Et ça fait du bien parce que moi, ça nous légitime, nous, les personnes atteintes de SAF, et ça aide la population à mieux connaître ce syndrome. Docteur, c'est un sujet tabou ou c'est surtout un sujet méconnu ? Quel est votre sentiment ? De toute façon, si vous voulez, l'histoire nous a montré qu'on n'était pas une société capable d'accepter les conséquences de l'alcool sur le fœtus, mais aussi en général. Il faut savoir que ceux qui ont osé dire qu'il y avait un lien entre pas mal de problèmes de société et l'alcool ont été, je dirais, rejetés. Les donneurs d'alerte dont je fais partie ont eu beaucoup de mal à faire passer le message que l'alcool pouvait engendrer énormément de problèmes de santé, d'adaptation scolaire, d'adaptation sociale. Et je crois que la chance a voulu que je rencontre beaucoup de pays anglo-saxons qui étaient très au fait du problème. Et surtout, à La Réunion, on a une chance inouïe. C'est un peuple très solidaire, multiracial, qui s'est montré très solidaire vis-à-vis des femmes malades de l'alcool et a, grâce aux médias, permis que la parole se délie. Les premières femmes à parler de leur histoire qui les a amenées à l'alcool,
très souvent des histoires où se mêlent violence, traumatisme, et l'alcool est au rendez-vous. Mais sont-elles responsables? Je ne pense pas. Peut-être faut-il trouver la responsabilité ailleurs, au sein même de notre société qui ne sait pas les protéger. En tout cas, ces femmes témoignent, lèvent le voile, se débâillonnent et disent à la société « écoutez-nous ». J'ai eu la chance de vivre ça depuis les années 90. Ces témoignages ont été portés auprès même du national. Au Sénat, elles ont fait des conférences et c'est ces paroles-là qui ont fait bouger le gouvernement pour amener ces lois. Maintenant, je pense que la métropole a du retard. Il y a beaucoup de tabous qui persistent énormément dans les autres DROM et en métropole. C'est notre challenge à Safran, c'est de prendre le modèle de La Réunion et d'aller l'exporter dans toutes les régions françaises. Quand vous voyez qu'en La Réunion, il n'y a plus que 7% des femmes enceintes qui s'alcoolisent grâce aux témoignages véhiculés par les médias, et qu'en métropole, on est à 27% en moyenne, et en Île-de-France, on est à 38% des femmes qui s'alcoolisent alors qu'elles savent qu'elles sont enceintes, il y a une mise en danger actuelle des bébés qui est incroyable. Rapidement, docteur, il ne reste plus que deux petites minutes, parce que je sais que vous avez réalisé avec l'Institut de sondage OpinionWay une étude, vous avez commencé à en parler tout à l'heure en début d'émission. Qu'en est-il de la conduite, de l'engagement des papas, des futurs pères? Les papas, c'est la première étude qui se préoccupe de ce problème du comportement des papas, et on se rend compte que les papas, vous le voyez, 8% des hommes déclarent arrêter de boire de l'alcool pendant leur grossesse, 45% ont diminué leur consommation. Donc c'est la moitié des papas qui prennent en considération leur rôle d'accompagner leur femme dans ce projet d'un enfant. Et je reste persuadé que ces résultats aussi conséquents déjà maintenant vont s'améliorer au fil du temps, surtout si on intervient dans les collèges comme on le fait à La Réunion, parce que là on enseigne par ces femmes qui témoignent, par Sabrina qui témoigne, on enseigne les dangers de l'alcool pendant la grossesse, et les papas, les futurs papas sont dans les classes, et comme on a commencé il y a 10 ans, on voit le résultat. À La Réunion, on a des chiffres tout à fait probants de l'efficacité préventive de ces messages délivrés très tôt. Alors, il faut savoir que les parents qu'on a questionnés nous ont clairement plébiscité pour qu'on aille dans tous les collèges de France aller dire cette dangerosité. Il y a, comme vous le dites, encore un manquement dans il y a cette banalisation de ce produit qui est malheureux, parce que ce serait de la dépakine. Le verre d'alcool, c'est comme un quart de comprimé de dépakine. On sait que la dépakine a été interdite pendant la grossesse. Et le verre d'alcool, c'est comme le quart de comprimé de dépakine. C'est à peu près les mêmes troubles qu'on retrouve chez les enfants qui ont eu ce médicament et qui ont eu de l'alcool. Et donc, prenons en considération cet exemple pour dire à toutes les femmes et tous les couples qui souhaitent avoir un bébé, arrêtez dès que vous avez envie d'avoir un bébé. Il est préférable même d'arrêter 3 mois avant de concevoir un bébé, parce que nous savons maintenant qu'il y a aussi une altération épigénétique des spermatozoïdes et des ovules qui peut avoir des retentissements sur le développement de l'enfant en termes de malformations, surtout cardiaques et de fente labiopalatine. Et donc, ça se cumule avec les effets durant la grossesse. Donc, il est tout à conseiller que si on envisage un bébé, et on l'envisage pour qu'il soit le plus beau et le plus intelligent du monde, il faut absolument déconseiller l'alcool dès que possible. Ça, j'ai passé, on va le marteler bien évidemment dans School TV Le Mag. Merci infiniment, docteur Denis Lamblin, d'avoir été avec nous, président de Safran. Merci. Je le rappelle, on rappelle aussi le Safton, bien sûr, cette campagne nationale, et on rappelle aussi que le 9 septembre dernier, c'était une journée mondiale justement par rapport au SAF. Sabrina Dijoux, merci beaucoup Sabrina pour votre témoignage qui assurément fera écho et qu'on relaiera avec beaucoup de puissance, assurément. Passez une excellente journée dans notre compagnie. On se retrouve demain avec Alix pour une nouvelle aventure. Ciao, à demain.